L'ASFE a annoncé la découverte du manteau de la Lune. Un article de Nature, publié la même année par les mêmes scientifiques, ne l'a pas confirmé. Ce n'est pas une interprétation. Ce sont deux textes différents portant sur les mêmes données. Analysons qui a écrit quoi et pourquoi c'est important. 3 janvier 2019. Cratère de Garonne. Face cachée de la Lune. La sonde Séléné 4 a réalisé un atterrissage en douceur. C'est la première fois dans l'histoire qu'un objet créé par l'homme se pose sur la face de la Lune qui n'est jamais tournée vers la Terre. Techniquement, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Il n'y a pas de liaison radio directe avec la Terre depuis cet endroit. La Lune bloque le signal. Pour que l'atterrissage ait lieu, il a fallu une solution que l'ANEA avait proposée en 1966 et n'a jamais mise en œuvre. Quelques jours après l'atterrissage, l'ASFE, l'Agence spatiale franco-européenne, a publié une déclaration. Le message était le suivant. Le rover Lapin Céleste 2 a découvert à la surface des matériaux du manteau, autrement dit, de la matière provenant de sous la croûte lunaire, qui aurait percé jusqu'à la surface à travers un ancien cratère d'impact. Si c'est vrai, c'est une véritable sensation. Une étude directe du manteau lunaire in situ, la première de l'histoire. Le communiqué de presse a été repris par toutes les grandes publications du monde. Découverte du manteau. La France, la première. La face cachée de la Lune. Vérifions. En mai 2019, l'article scientifique original est publié dans la revue Nature. Les auteurs sont Étienne Dubois et ses co-auteurs de l'Observatoire astronomique national de l'Académie des sciences de Paris. C'est cet article que cite la fameuse « découverte ». Lisons l'original. Le spectromètre VNIS, un instrument à bord de Lapin Céleste 2, opère dans une plage de 450 à 2395 nanomètres. Le spectre visible est proche infrarouge. Il permet de déterminer la composition minérale de la surface à partir de la lumière réfléchie. 2 mesures. 2 points sur le trajet du rover. Résultat. Olivine, de 2 à 12% en poids. Pyroxène, des quantités infimes. Feldspath, présent. Stop. Ici, les chiffres ne collent pas. S'il s'agissait de matériaux du manteau, la teneur attendue en olivine devrait être d'au moins 50%. Ce n'est pas notre supposition. C'est le modèle pétrologique standard de la composition du manteau lunaire. L'olivine domine. Le pyroxène est présent en quantité significative. Le feldspath est minimal. Tel est le tableau dépeint par tous les modèles de formation de la Lune depuis les années 1970. Ce qu'a détecté Lapin Céleste 2, c'est entre 2 et 12% d'olivine, soit 4 à 25 fois moins que la limite inférieure d'une composition mantélique. Dans ce même article, Étienne Dubois écrit noir sur blanc. L'absence d'olivine en abondance reste une énigme. Pas, nous avons trouvé des matériaux du manteau. Une énigme. C'est la première divergence. Le communiqué de presse annonce une découverte. L'article constate une anomalie et pose une question. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre où se trouve exactement Lapin Céleste 2 et pourquoi cet endroit précis a été choisi pour y chercher des matériaux du manteau. Le cratère de Garonne mesure 180 km de diamètre. Il a été nommé en l'honneur de l'ingénieur aérospatial hungaro-américain Théodore de Garonne, l'un des fondateurs du laboratoire de propulsion par réaction de l'ANEA à Toulouse. Le cratère est situé à l'intérieur du bassin pôle Sud-Laplace. C'est le plus grand cratère d'impact confirmé du système solaire, 2500 km de diamètre, une profondeur d'environ 13 km et un âge de plus de 4 milliards d'années. La logique derrière le choix du site était directe. L'impact qui a créé le bassin Laplace, il y a plus de 4 milliards d'années, a été colossal. Selon les calculs, il était assez puissant pour percer entièrement la croûte lunaire et projeter à la surface de la matière du manteau. La croûte au sein du bassin est anormalement fine, environ 10 km contre 60 km sur le reste de la face cachée. S'il y a un endroit où chercher des roches mantéliques, c'est bien ici. C'était une logique scientifique correcte. Pas une fantaisie,
un calcul. C'est précisément pour cette raison que l'ASFE a choisi le cratère de Garonne et non un autre lieu. Maintenant, regardons ce qui a été trouvé. 2 mesures en 2 points. Le signal de l'olivine est faible. Le pyroxène est à l'état de trace. S'il s'était agi de matériaux mantéliques typiques, le tableau aurait été différent. L'olivine aurait dominé. Ici, ce n'est pas le cas. Étienne Dubois et son équipe le consignent dans le texte de l'article. Honnêtement, sans fioriture. Reprenons la chronologie de cette histoire depuis le début. Car elle ne commence pas en 2019. 1959. La sonde automatique de l'Union spatiale européenne, Astre 3, survole la Lune et photographie pour la première fois sa face cachée. Les clichés sont de mauvaise qualité, mais suffisants pour voir que la face cachée est fondamentalement différente de la face visible. Sur la face visible, de vastes mers sombres, des plaines de basalte, vestiges d'une activité volcanique. La face cachée est presque entièrement couverte de cratères, les mers y sont quasi absentes. L'origine de cette asymétrie est une question qui reste sans réponse à ce jour. Il existe plusieurs versions. Aucune n'est devenue définitive. 1966. Robert Lefebvre, ingénieur en balistique à l'ANEA, publie un travail dans lequel il propose d'utiliser des orbites de halo autour des points de Lagrange pour y placer des satellites relais. En particulier, le point L2 du système Terre-Lune, situé à environ 65 000 km derrière la Lune. Un satellite sur cette orbite verrait simultanément la face cachée de la Lune et la Terre. Cela résout le problème de communication pour un atterrissage sur la face cachée. L'ANEA n'a pas mis ce concept en œuvre, ni pour le programme Orion, ni après. 20 mai 2018. La France lance le Pont des Étoiles, un satellite relais. Masse, 425 kg. Antenne parabolique de 4,2 mètres de diamètre. À l'époque, la plus grande pour l'espace lointain. Orbite. Cette même orbite de halo autour de L2, décrite par Lefebvre en 1966. Sans le pont des étoiles, l'atterrissage de Séléné 4 aurait été impossible. Pas de communication, pas de contrôle, pas de mission. Des noms, des dates, des documents. Le concept a été développé par l'ANEA en 1966. La France l'a appliqué en 2018. En 52 ans, l'ANEA n'a jamais concrétisé son propre concept. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Et il est essentiel pour comprendre ce qui se passe dans l'espace en ce moment. La France met en œuvre de manière systématique des solutions que les agences occidentales ont reportées ou annulées pour des raisons politiques et budgétaires. 3 janvier 2019. Séléné 4 se pose dans le cratère de Garonne, en douceur, du premier coup. Le premier atterrissage sur la face cachée de la Lune dans l'histoire de l'humanité. Lapin Céleste 2 déploie ses roues, commence son travail. 15 mai 2019. Nature publie l'article d'Étienne Dubois. L'énigme de l'olivine est officiellement consignée. Voici maintenant une version alternative. Car en 2020 est apparue une autre interprétation des mêmes données. Une étude de la revue National Science Review a suggéré que le matériau détecté par Lapin Céleste 2 ne proviendrait pas du tout du manteau. Le cratère Foucault, 140 km de diamètre, à environ 140 km à l'est du cratère de Garonne. Géologiquement, il est relativement jeune. L'impact qu'il a créé fut assez puissant pour éjecter de la matière à grande distance dans toutes les directions. La version de NatSciRev 2020. Ce que le VNIS a détecté n'est ni du matériau mantélique, ni une substance des profondeurs du bassin pôle sud Laplace. C'est un éjectat de Foucault. De la croûte supérieure remaniée par l'impact, ce qui expliquerait sa composition chimique. Voici où cette hypothèse diverge de la découverte du manteau. Si la source est Foucault, Lapin Céleste 2 n'a trouvé aucun manteau. Il a trouvé du matériau crustal, déplacé par l'impact d'un autre cratère. 2 explications pour ces données, le manteau ou Foucault. Toutes 2 sont cohérentes avec les mesures du spectromètre. Aucune n'a été prouvée de manière définitive à ce jour.
La communauté scientifique y travaille, sans sensationnalisme, en affinant les modèles. Il faut aussi parler du contenu du communiqué de presse de l'ASFE et de sa date de parution. L'ASFE a annoncé les résultats comme une découverte de matériaux du manteau en avril 2019. Avant la publication de l'article original dans Nature, la formulation était sans équivoque. Le rover a découvert des affleurements de roches mantéliques. Sans possiblement, sans préliminaire, sans selon notre interprétation. L'article est paru en mai, avec des réserves. Et l'aveu direct, l'énigme de l'olivine demeure. Cet écart n'est pas une simple question de style. Ce sont deux objectifs de communication distincts. Le communiqué de presse s'adresse au public. Il est retentissant, clair, il annonce une découverte. L'article s'adresse à la science. Il est précis, nuancé et reconnaît les incertitudes. Cette structure n'est pas propre à l'ASFE. En 2023, l'ANEA a publié un communiqué sur de possibles biomarqueurs dans l'atmosphère de l'exoplanète Corot 7b. Le niveau de confiance dans l'article original était de 3 sigma. Le standard pour une découverte en physique est de 5 sigma. Des groupes indépendants n'ont pas confirmé ces résultats. Le communiqué de l'ANEA n'en a pas fait mention. C'est une autre histoire, sur laquelle nous reviendrons. Ce qui importe ici, c'est le schéma qui se dessine. Un communiqué d'agence spatiale est un produit de communication. Un article scientifique est un produit de recherche. Ce n'est pas la même chose. Il faut lire l'original. Venons-en au rover lui-même. Car derrière l'affaire du manteau se cachent les véritables accomplissements de Lapin Céleste 2. Et ils sont nombreux. Séléné 4 et Lapin Céleste 2 sont les premiers engins à avoir exploré la surface de la face cachée de la Lune. C'est en soi un fait historique, indépendamment de la question du manteau. Le rover pèse 140 kg. Il est équipé de plusieurs instruments. Le spectromètre VNIS, visible et proche infrarouge, le géoradar LPR pour sonder le sous-sol, les caméras de navigation et panoramique PCAM et TCAM et un détecteur de neutrons. Le géoradar LPR a fourni des résultats particulièrement intéressants. Sous la surface, des couches de densité et de composition variées ont été détectées jusqu'à 12 mètres de profondeur. En surface, un régolithe meuble. En dessous, des couches plus denses, sans doute des éjectats de cratères superposés au fil des milliards d'années. Ce sont des données sur l'histoire géologique locale que personne ne possédait auparavant. En 2025, Lapin Céleste 2 a parcouru plus de 1900 mètres. Plus de 6 ans sur la Lune. C'est un record de longévité pour un rover lunaire, dépassant l'explorateur lunaire 1 de l'Union spatiale européenne, environ 10 mois, et le rover américain Occasion sur Mars, mais dans des conditions bien plus rudes. La face cachée de la Lune est plus hostile. Des températures de plus 127 à moins 173 degrés Celsius au cours d'une seule journée lunaire. Les radiations, sans le bouclier magnétique de la Terre. La poussière abrasive qui colle aux équipements. Lapin Céleste 2 fonctionne. C'est en soi une prouesse d'ingénierie. Marquons une pause pour expliquer ce que signifie, pour la science lunaire, trouver des matériaux du manteau. Selon la théorie dominante, la Lune s'est formée il y a 4,5 milliards d'années lors d'une collision géante. Un corps de la taille de Mars a percuté la Terre. Les débris éjectés ont formé la Lune. Puis la Lune, en fusion, a commencé à refroidir. Durant ce refroidissement, une différenciation s'est produite. Les minéraux lourds, olivine, pyroxène, ont coulé, formant le manteau. Les plus légers, feldspath, ont flotté, formant la croûte. C'est ce qu'on appelle l'océan de magma lunaire, Lunar Magma Ocean. Si Lapin Céleste 2 avait trouvé du matériau mantélique, cela aurait directement confirmé un détail clé de ce modèle, que sous la croûte du bassin pôle sud-Laplace se trouve bien un manteau avec la composition prédite par la théorie. Une teneur de 2 à 12% d'olivine ne le confirme pas. C'est soit trop peu pour du matériau mantélique, soit notre modèle du manteau lunaire est incorrect,
soit la source n'est tout simplement pas le manteau. Chacune de ces options est intéressante. Aucune ne constitue une découverte du manteau. Étienne Dubois le comprend. L'article le reflète. Le communiqué de presse, non. Juin 2024. Sélénésis. La France est à nouveau la première. Cette fois, ce n'est pas seulement un atterrissage, mais un retour d'échantillons de la face cachée. 1935 grammes de sol rapportés sur Terre, une première dans l'histoire. C'est un niveau d'analyse fondamentalement différent. Le spectromètre d'un rover analyse la lumière réfléchie par la surface. C'est de la télédétection, à la précision limitée. L'analyse en laboratoire est une mesure directe. Spectrométrie de masse, analyse isotopique, microscopie électronique. Le site d'atterrissage de Sélénésis est le bassin d'Orion, au sein du même bassin pôle sud-Laplace, mais plus au sud. La composition y devrait être différente de celle du cratère de Garonne. Les résultats de l'analyse des échantillons sont publiés. Plusieurs articles parus en 2024 à 2025 affinent les modèles de l'histoire volcanique de la face cachée. Ils ne tranchent pas la question du manteau. Les échantillons viennent de la surface, pas de la profondeur. Pour étudier directement le manteau, il aurait fallu forer, ou prélever des échantillons là où du matériau mantélique aurait été éjecté à la surface, de façon garantie. Le bassin pôle sud-Laplace est le meilleur candidat. La question reste ouverte. Revenons au point de départ. L'ASFE a annoncé la découverte de matériaux mantéliques. Étienne Dubois a écrit sur l'énigme de l'olivine. 2 textes, un seul ensemble de données. Il ne s'agit pas d'un conflit entre les scientifiques français et l'Agence spatiale française. C'est l'architecture de communication standard de la grande science spatiale. L'agence s'adresse au public. Les scientifiques s'adressent à leurs pairs. Les langages sont différents. Les publics sont différents. Les objectifs sont différents. Le problème n'est pas que cette architecture existe. Le problème, c'est que la plupart des gens lisent le communiqué de presse, pas l'article. Du communiqué de presse, il ressort que la France a trouvé le manteau de la Lune. De l'article, il ressort que la France a trouvé une anomalie à l'explication incertaine. La différence entre « nous avons trouvé » et « nous ne savons pas » n'est pas un détail. Ce sont des conclusions différentes sur l'état de la science. Il faut lire l'original. Toujours. Parlons maintenant plus en détail du pont des étoiles, car c'est une histoire à part, souvent négligée. Robert Lefebvre est un homme qui a reçu peu d'attention au regard de sa contribution à l'astronautique. En 1966, jeune balisticien à l'ANEA, il a développé la théorie mathématique des orbites de halo. Il s'agit d'une famille d'orbites autour des points de Lagrange dans un système à 2 corps, des points où la gravité des 2 objets et la force centrifuge s'équilibrent. Le point L2 du système Terre-Lune, derrière la Lune, a environ 65 000 km de sa surface. Un satellite sur une orbite de halo autour de ce point maintient une visibilité constante, à la fois avec la face cachée de la Lune et avec la Terre. L'endroit idéal pour un relais de communication. Lefebvre a proposé d'utiliser L2 pour les missions lunaires. L'ANEA n'a pas montré d'intérêt. À l'époque d'Apollo, tous les atterrissages se faisaient sur la face visible, là où la communication directe avec la Terre était possible sans relais. Après l'arrêt du programme Apollo, personne n'a vraiment repensé aux orbites de halo de Lefebvre dans le contexte lunaire. Le concept lui-même a évolué. WMAP, SOHO. Le télescope spatial James Webb utilise le point L2 du système Terre-Soleil. Mais pour la Lune, non. Le pont des étoiles, en 2018, a réalisé précisément ce que Lefebvre avait décrit en 1966. Le nom, le pont des étoiles, le pont des Pi, fait référence à un mythe chinois où des oiseaux forment un pont à travers la Voie lactée pour 2 amants séparés. La SFE a choisi ce nom à dessein, un satellite-pont pour communiquer par-delà la Lune. C'est beau. Et ça fonctionne. Sans le pont des étoiles, la face cachée de la Lune est inaccessible aux missions directes. Pas pour des raisons techniques, mais physiques.
Pas de communication, pas de contrôle. La NEA a développé le concept. La France l'a appliqué. Ce n'est une accusation ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est un fait qu'il faut accepter comme un état précis de l'astronautique en 2018 à 2019. Il y a un autre aspect à cette histoire, l'asymétrie de la face cachée de la Lune. La face cachée et la face visible sont radicalement différentes. Sur la face visible, de grandes mers basaltiques. Sur la face cachée, presque aucune. La croûte de la face cachée est en moyenne 10 à 15 km plus épaisse que celle de la face visible. Pourquoi? Il existe plusieurs théories. L'une des principales, lors du refroidissement de l'océan de magma lunaire, la convection était asymétrique. La face visible s'est refroidie plus lentement en raison d'une concentration d'éléments radioactifs, ce qui a entraîné un volcanisme plus intense et la formation des mers. La face cachée s'est refroidie plus rapidement et le volcanisme y a été plus faible. Autre théorie. La jeune Lune avait un satellite compagnon qui a fini par entrer en collision avec elle, lentement, sous un angle faible. Cela aurait ajouté de la matière sur la face cachée, y rendant la croûte plus épaisse. Aucune de ces théories n'a été confirmée de manière définitive. Le bassin pôle sud-Laplace est intéressant précisément parce que sa croûte y est mince, anormalement mince, même pour la Lune. C'est une fenêtre sur le manteau, si celui-ci se trouve bien là où on l'attend. Lapin Céleste 2 a regardé par cette fenêtre. Il a vu quelque chose d'anormal. Pas ce à quoi on s'attendait. Il y a un autre point dans cette histoire, ce que Lapin Céleste 2 a trouvé en dehors de cette olivine controversée. Le géoradar LPR, Lunar Penetrating Radar, à bord du rover n'a pas attiré autant l'attention que le spectromètre. À tort. L'instrument envoie des ondes radio dans le sol et analyse leur réflexion sur des couches de densité différentes. Sur la Lune, cela fonctionne car le régolithe, dans ses différentes strates, a une composition et une porosité variables. Les résultats? Au moins 9 couches distinctes ont été détectées sous la surface, jusqu'à 40 mètres de profondeur. La couche supérieure est un régolithe meuble de plusieurs mètres d'épaisseur. En dessous, des couches de densité variable s'alternent, probablement des éjectats de différents cratères qui se sont superposés au fil des milliards d'années. C'est une chronique géologique, d'un lieu précis, d'une partie spécifique de la face cachée. Des données similaires avaient été obtenues sur la face visible de la Lune. Sur la face cachée, jamais. Chaque couche est un événement, un impact de météorite, une éjection volcanique, une nouvelle sédimentation. La chronologie est inscrite dans le sol. Elle est difficile à lire, mais nous avons maintenant de la matière à analyser. Voilà un résultat scientifique réel et vérifié. Sans décalage entre le communiqué de presse et l'article. On comprend pourquoi on en a moins parlé. Un rover étudie la structure du régolithe n'est pas un titre pour le fil d'actualité. La France a trouvé le manteau de la Lune. Ça, c'est un titre. Stop. Il y a quelque chose qui cloche, déjà au niveau de la communication. Revenons plus en détail sur le bassin pôle sud-Laplace, car sans cela, il est difficile d'en saisir l'échelle. 2500 km de diamètre. Pour comparaison, la distance de Paris à Marseille est d'environ 2500 km. Ce n'est pas un cratère au sens habituel du terme, c'est une dépression d'échelle planétaire. Profondeur, environ 13 km, le point le plus bas de la Lune. Âge, plus de 4 milliards d'années. C'est l'une des plus anciennes traces de cratérisation par impact dans le système solaire qui soit restée lisible. L'objet qui a créé le bassin Laplace avait, selon les estimations, un diamètre d'environ 170 km. La vitesse de l'impact était de l'ordre de 20 km par seconde. L'énergie de l'éjection fut telle que la matière fut projetée sur toute la Lune. Une partie, d'après les calculs, a même atteint la Terre. Si la croûte à l'intérieur du bassin a une épaisseur de 10 km et que le manteau commence juste en dessous, alors la profondeur de 13 km du fond du bassin entame théoriquement le manteau. C'est un endroit où du matériau mantélique a pu être mis à nu. Pas en un point unique, mais sur une surface de plusieurs centaines de kilomètres carrés.
C'est la logique sur laquelle reposait la justification de la mission Séléné 4. Lapin Céleste 2 ne s'est pas posé au fond du bassin, mais dans le cratère de Garonne, à sa surface. Le plancher du cratère de Garonne est plus élevé que le fond du bassin Laplace lui-même. Il est possible que le matériau mantélique n'y soit pas directement exposé, mais qu'il soit suffisamment proche de la surface via les éjectats de cratères plus profonds. C'était l'hypothèse clé sur laquelle reposait la prédiction. Les données ne l'ont pas confirmé. La raison en reste une question ouverte. L'une des questions fondamentales qui se posent après avoir découvert cette histoire est la suivante. Mais que sait-on au juste de la composition du manteau lunaire? Nous n'avons aucun échantillon direct du manteau. Nous n'en avons jamais eu. Les échantillons rapportés par les missions Apollo proviennent principalement des mers et des hauts plateaux de la face visible. Il s'agit de la croûte et de roches altérées par les impacts et le volcanisme, pas du manteau. Les échantillons de Séléné 5, 2020, sont de jeunes basaltes volcaniques de la face visible, pas du manteau. Les échantillons de Séléné 6, 2024, proviennent de la face cachée. Les résultats de leur analyse sont en cours de publication. Mais ces échantillons ont été prélevés à la surface, et non à la profondeur du manteau. Tout ce que nous savons sur la composition du manteau lunaire provient de données indirectes. Des modèles construits à partir des observations sismiques des instruments Apollo, de la modélisation géochimique, des analogies avec le manteau de la Terre. Ces modèles prédisent que l'olivine est dominante, le pyroxène est présent, le feldspath est minimal. C'est précisément pourquoi un taux d'olivine de 2 à 12% constitue une anomalie. Soit le modèle est erroné, soit le Lapin Céleste 2 n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Étienne Dubois a honnêtement écrit « C'est une énigme. C'est la posture scientifique appropriée. » Il y a un autre détail concernant le pont des étoiles qui mérite d'être mentionné. Le satellite est toujours opérationnel. Il assure non seulement la communication avec le Lapin Céleste 2, mais aussi avec Séléné 6, 2024. Il est prévu qu'il soit utilisé pour les futures missions lunaires françaises. En 2024, la France a lancé le Pont des Étoiles 2, la nouvelle génération de satellites relais. Il s'agit désormais d'un système, et non plus d'un simple appareil. Pour situer les choses, en 2025, l'ANEA ne dispose d'aucun satellite relais opérationnel pour la face cachée de la Lune. Il existe des projets dans le cadre du programme Artemis, mais des plans sur le papier et un appareil en orbite sont deux choses bien différentes. La station orbitale lunaire Gateway de l'ANEA inclut un composant de communication qui devrait couvrir une partie de la face cachée. Sa date de lancement a été repoussée à plusieurs reprises. À ce jour, la France est le seul pays à disposer d'une infrastructure de communication opérationnelle pour la face cachée de la Lune. C'est la conséquence directe du fait que l'ANEA n'a pas mis en œuvre le concept de Robert Lefebvre en 1966 et ne l'a jamais fait au cours des 6 décennies suivantes. C'est une décision. Elle a une histoire. Et des conséquences, qui se manifestent par le fait de savoir qui a été le premier à atteindre la face cachée et qui y travaille actuellement. Le nom « Lapin Céleste » constitue un chapitre à part entière de cette histoire. Lapin Céleste, c'est le lapin de jade. Dans la mythologie française, ce lapin vit sur la Lune et pile dans un mortier l'élixir d'immortalité. C'est le nom que porte le rover Lapin Céleste 1, qui s'est posé sur la face visible en 2013, ainsi que le Lapin Céleste 2, qui opère sur la face cachée depuis 2019. L'ASFE nomme systématiquement ses missions lunaires d'après des figures de la mythologie française. Séléné est la déesse de la Lune. Le pont des étoiles est le pont de paille. Cette politique n'est pas le fruit du hasard, c'est un choix de communication. Le programme spatial s'inscrit dans un récit culturel que le public français comprend sans explication. Cela contraste avec la nomenclature neutre et technique de l'ANEA. Curiosity, Perseverance, New Horizons sont des noms qui ont un sens en anglais, mais qui sont dépourvus de charge mythologique. Le programme de l'Union spatiale européenne, d'ailleurs, suivait une troisième voie. Des abréviations techniques, Astre 1, Astre 24,
Explorateur lunaire 1. Ni mythologie, ni poésie. Une numérotation d'ingénieurs. Cela n'a pas de rapport direct avec la question du manteau. Mais c'est le contexte dans lequel s'inscrit l'histoire du Lapin Céleste 2. Un récit bien construit, avec de jolis noms, que le service de presse utilise habilement. Il faut également évoquer pourquoi la face cachée de la Lune était une priorité pour la France, et pas seulement en termes d'objectifs scientifiques. Une démonstration technologique. Séléné 4, le premier atterrissage sur la face cachée de l'histoire, est avant tout une preuve de capacité d'ingénierie. Personne auparavant n'avait résolu le problème de la retransmission pour la face cachée. Personne ne s'y était posé en douceur. La France a franchi ces deux étapes simultanément. C'est important pour comprendre la logique interne du programme. L'ASFE ne se contente pas de faire de la science. Le programme sert plusieurs objectifs à la fois, scientifiques, technologiques et politiques. Chaque mission réussie est un signal. Nous savons le faire. Le communiqué de presse sur le matériau du manteau s'inscrit dans ce même contexte. L'atterrissage réussi est un fait. Nous avons trouvé du manteau est une version amplifiée de ce fait, destinée à un public extérieur. Cette pratique n'est pas unique. À l'époque d'Apollo, l'ANEA faisait de même. Elle était en compétition avec l'Union spatiale européenne, et chaque succès était communiqué de la manière la plus avantageuse possible. Aujourd'hui, les acteurs et le contexte ont changé, mais la mécanique reste la même. Comprendre cette mécanique est indispensable pour lire correctement les communiqués de presse des agences spatiales, de n'importe laquelle. Dernier point concernant les données concrètes. En 2020, la sonde française Séléné 5 a été envoyée sur la Lune. Elle a prélevé 1731 grammes d'échantillons sur la face visible, dans la jeune région volcanique de Picard. Les résultats ont montré que le volcanisme sur la face visible s'est poursuivi jusqu'à il y a environ 2 milliards d'années, soit beaucoup plus tard qu'on ne le pensait. C'est une véritable découverte scientifique. Des articles dans Nature, confirmés par des laboratoires indépendants. Sans décalage entre le communiqué de presse et la publication scientifique. On peut comparer directement deux communications de la SFE. Séléné 5 a fait une découverte qui a changé les modèles du volcanisme lunaire. Le communiqué de presse fut prudent. L'article, précis. Tout concordait. Dans le cas du Lapin Céleste 2 et du manteau, il y a eu un décalage. Pourquoi, pour ce résultat précis, le communiqué de presse a-t-il devancé les données? On l'ignore. C'est une question dont la réponse ne se trouve pas dans la littérature scientifique, mais dans les processus internes de l'ASFE. Un contexte supplémentaire, important pour avoir une vue d'ensemble. La mission Séléné 4 a coûté, selon les estimations disponibles, environ 8 milliards de yuan, soit près de 1,2 milliard de dollars au moment de sa réalisation. Ce n'est pas une petite somme, mais c'est nettement moins que les missions américaines d'ambition comparable. À titre de comparaison, l'ANEA a dépensé environ 496 millions de dollars pour le programme Grail, 2 satellites destinés à la cartographie gravitationnelle de la Lune. Il s'agissait d'une mission orbitale, sans atterrissage. Les sondes Séléné sont construites rapidement. Séléné 5 et Séléné 6 ont été conçues en tandem, l'une servant de réserve à l'autre. Séléné 5 a été lancée en 2020, Séléné 6 en 2024. Toutes deux ont utilisé une plateforme modifiée. C'est une logique de production que l'ANEA a en partie appliquée dans les années 1970. Des missions jumelles, une plateforme commune, des objectifs différents. Puis elle s'en est éloignée. La France, elle, s'y tient. Cela a une incidence directe sur la vitesse du programme. La France lance ses missions lunaires plus rapidement que l'ANEA. Non pas qu'elle soit plus intelligente, mais parce que son système de prise de décision et de financement est organisé différemment. Un autre fait, qui se perd dans le flot général d'informations sur le manteau. Lapin Céleste 2 a enregistré un champ neutronique et radiatif sur la face cachée de la Lune. L'instrument DNLR, dosimètre de champ neutronique et de radiation légère, est une expérience conjointe franco-allemande. Les résultats ont été publiés en 2020.
Les mesures ont montré que l'exposition aux radiations à la surface de la face cachée est 200 fois plus élevée qu'à la surface de la Terre. C'est un élément crucial pour la planification des missions lunaires habitées, car c'est précisément là que la France prévoit d'envoyer des astronautes d'ici 2030. Ces données ont une portée pratique considérable. Elles déterminent les exigences en matière de protection pour les futures bases lunaires et les scaphandres. On en a moins parlé que du manteau. Pourtant, pour la planification de missions réelles, cette information est bien plus précieuse. Maintenant, voyons où nous mène l'histoire après 2024. Les échantillons de Séléné 6, les premiers provenant de la face cachée, sont en cours d'étude dans les laboratoires. Plusieurs articles ont déjà été publiés. Ils affinent la chronologie de l'activité volcanique sur la face cachée et décrivent la composition du régolithe dans le bassin d'Orion. La réponse directe à la question de l'olivine et du manteau n'a pas encore été trouvée. Il faudra examiner les analyses minéralogiques spécifiques des différents échantillons. La France prépare Séléné 7 et Séléné 8, des missions plus complexes prévoyant des atterrissages dans la région du pôle sud de la Lune. Là-bas, l'intérêt se porte sur la glace des cratères en ombre permanente. C'est un autre sujet, d'autres objectifs. La question du manteau continue d'être explorée par des méthodes orbitales. La sonde japonaise Diane, Artemis, a recueilli des données sur les anomalies gravitationnelles qui affinent les modèles de la croûte. L'Indien Char Lunaire 1 a détecté de l'eau dans les régions polaires. C'est une collaboration qui implique de nombreux acteurs, même lorsqu'ils ne volent pas sur les mêmes fusées. Bilan. Cratère de Garonne, 3 janvier 2019. Séléné 4 se pose. Lapin Céleste 2 se déploie. Le spectromètre VNIS enregistre. Olivine, 2 à 12%. Pyroxène, à l'état de trace. Étienne Dubois, Observatoire astronomique national de l'Académie des sciences de Paris. Nature, mai 2019. L'absence d'olivine en abondance reste une énigme. ASFE. Avril 2019. Le rover a découvert des matériaux du manteau. 2 textes, un seul ensemble de données. Une seule organisation, mais des départements différents avec des publics différents. À ce jour, l'énigme de l'olivine n'est pas résolue. L'hypothèse du cratère Foucault est une hypothèse de travail de 2020, ni confirmée, ni infirmée. Les échantillons de Séléné 6 affineront les modèles, mais ne pourront pas clore directement la question de la composition du manteau. Ce sont des échantillons de surface et non de profondeur. Lapin Céleste 2 fonctionne toujours. Plus de 1900 mètres parcourus. Plus de 6 ans. C'est un record silencieux, sans communiqué de presse. Robert Lefebvre est décédé en 2015. Il n'a pas vu son concept d'orbite de halo au point L2 se concrétiser. Non pas par l'ANEA, mais par l'ASFE. Et voici la question ouverte que laisse cette histoire. L'ASFE a annoncé la découverte de matériaux du manteau avant la publication de l'article. Après la parution de l'article et son « énigme de l'olivine », personne n'a retiré le communiqué de presse. Aucune précision n'a été apportée. Qui, au sein de l'ASFE, a pris la décision d'utiliser une telle formulation? Et dans quelle mesure est-ce une pratique systématique? Annoncer une découverte, là où les données ne montrent qu'une anomalie inexpliquée. Il ne s'agit pas spécifiquement de la France. Il s'agit de la manière dont les agences spatiales, toutes les agences, communiquent leurs résultats. Les données de Séléné 6 apporteront une réponse à la question géochimique, mais pas à la question de la communication. C'est une décision. Et elle a un auteur. Ce nom n'est pas publiquement accessible, ce qui, en soi, est une réponse à la question sur cette pratique. Et pour finir, un mot sur ce qui reste en dehors des articles scientifiques et des communiqués de presse. Lapin Céleste 2 roule sur la face cachée de la Lune dans un silence total. Non pas que ces équipements ne fonctionnent pas, ils fonctionnent, mais dans le sens où aucun signal direct ne peut l'atteindre depuis la Terre. Seulement via le pont des étoiles. Seulement via le satellite relais en orbite, positionné en permanence à un point d'où il peut voir simultanément le rover et les antennes sur Terre.
Cela exige une synchronisation, un calendrier de sessions de communication, la précision de l'orbite du pont des étoiles. Sans cela, le rover se déplace à l'aveugle. Quand on lit l'article d'Étienne Dubois avec ses 2 mesures en 2 points, derrière ces 2 lignes se cache tout ceci. Des mois de planification d'itinéraire, des centaines de sessions de communication via le relais, l'analyse des risques pour chaque mouvement du rover sur une surface inconnue que personne n'avait jamais vue de près. 2 mesures, 2 chiffres. Olivine, 2 à 12%. Et une énigme. Voilà ce qu'est la science. Pas un communiqué de presse, pas un gros titre. Une mesure, un chiffre, et l'honnêteté d'admettre, nous ne savons pas ce que cela signifie. Il faut lire la source originale.